Chaoud, Premier ministre, là-bas. Bonjour. Bonjour. Ah oui. C'est bien pour ça que je vais vous poser la première question. Pourquoi êtes-vous venu à Cham? Qu'est-ce qui vous a poussé? Je me demande bien pourquoi je suis venu. Non, bonjour à tous. Je suis très impressionné par cette salle. Je m'excuse auprès de ceux à qui je tourne le dos. Il y a des écrans. Il y a des écrans. Vous êtes vu de face. Ah oui, c'est moi. Non, pourquoi je suis venu ici? Au moins pour deux raisons. D'abord parce que ceux qui travaillent avec moi ont dû considérer que, après avoir passé une soirée sur un plateau à Paris, c'était sympa de passer la soirée suivante sur un plateau à Chamonix. Je les remercie. Et puis plus sérieusement, parce qu'ici, c'est un rendez-vous dont on m'a dit, c'est la première fois que je viens, mais dont on m'a dit qu'il était assez exceptionnel par la qualité et la diversité de ceux qui étaient présents. Et que la question, je ne vais pas faire enfoncer les portes ouvertes, mais la question de la santé est une question qui est au cœur de beaucoup des enjeux de notre société actuelle et de notre capacité à transformer la société actuelle. Donc, venir l'évoquer avec vous, au moment où nous sortons un plan de transformation du système de santé avec Agnès Buzyn et avec le président de la République, m'a semblé que c'était une bonne idée. Ce plan, il est remarquable quand on regarde, il y a eu très très peu d'opposants. Je suis d'accord avec vous. Toujours les mêmes qu'on connaît, toujours les voix qui s'élèvent pour ne rien dire. Il est fait de pixels, il est fait de choses très pragmatiques qui dessinent finalement un tableau. Alors je vais me porter en 2022. Et nous sommes le vendredi 30 septembre 2022. Et vous êtes le docteur Philippe, vous êtes mon médecin. Moi, j'ai 76 ans, j'ai une hanche qui grince, j'ai le cœur qui bat la chamade, un début de diabète, une oreille qui n'entend pas très bien. Et vous me connaissez bien, puis on se voit au marché, et je vous demande, docteur, comment ça marche maintenant? Est-ce que vous êtes content dans le système qui a été mis en place par un certain Premier ministre, Édouard Philippe, à partir de 2018? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes content de l'environnement dans lequel vous travaillez et de l'organisation des soins en général? De votre question, je déduis quand même un certain nombre de choses. D'abord, le 30 septembre 2022, en assez peu de temps, j'ai réussi à devenir médecin. Ce qui pose, je dis en rigolant, mais en même temps, il y a un élément là-dessus dans le plan qui est très sensible, c'est la question de la formation, et notamment la question de la formation initiale, et notamment la capacité qu'auront un certain nombre de gens qui ont commencé des études, pas forcément pour devenir médecin, à le devenir, ce qui est une transformation assez majeure de notre système. Bon, ça ne me concernera pas moi, hein, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'assez fondamental dont on ne verra pas encore les effets en 2022. C'est trop tôt. C'est à la fois un peu frustrant de penser qu'on travaille pour beaucoup plus tard en la matière, mais enfin, c'est ça. La deuxième conséquence de votre question, c'est que je ne serai plus Premier ministre, puisque je serai devenu docteur. Je ne suis pas sûr que la médecine y aura gagné beaucoup. Probablement la politique, oui, mais... Alors, est-ce que ce sera mieux? J'espère. Et je redeviens très sérieux. J'espère qu'en 2022, l'exercice de la médecine ou l'exercice de l'activité du médecin, quel que soit l'endroit où il exerce, que ce soit en libéral ou à l'hôpital, d'ailleurs peut-être que la différence ne sera plus aussi nette qu'elle ne l'est aujourd'hui, j'espère que ce sera plus facile. Enfin, plus facile. D'abord un mot. Fondamentalement, je pense que... Enfin, je vous dis ça avec beaucoup de certitude, mais je ne suis pas médecin, hein, et je ne suis pas un spécialiste de vos sujets. Mais ce que je pressens, ce que je comprends, c'est que d'abord, quelles que soient les transformations d'organisation, quelles que soient les transformations technologiques, il y a à mon avis une part assez irréductible à l'activité du médecin, à la nature du métier de soigner. Un aspect humain, un mélange de science et d'intuition, une capacité à comprendre, à expliquer, à s'adapter à des cas qui sont toujours individuels mais qui relèvent parfois de grandes séries. Enfin bref, c'est pas parce qu'on va transformer le système de santé que la technologie va nous aider, que l'activité de soigner
va être radicalement transformée et certainement pas à l'horizon 2022. Il y a peut-être des gens qui pensent l'inverse, et ils ont peut-être raison, mais ce que je sens, c'est quand même ça, première chose. Deuxième chose, ce que nous aimerions, c'est que le 30 septembre 2022, les transformations que nous avons engagées permettent à celui qui est médecin de consacrer une plus grande part de son temps à la médecine. C'est un des éléments du plan de transformation qu'on a proposé. C'est comment faire en sorte que en effet, les médecins se consacrent essentiellement à la médecine et pas à autre chose. Et si en 2022, vous cherchez à prendre un rendez-vous avec moi, j'ai bon espoir que l'assistant médical que j'aurais recruté et qui aurait été en bonne partie financé par l'assurance maladie m'aura soulagé de toute une série de tâches administratives qui me permettront de pouvoir consacrer mon temps, qui est précieux, à vous soigner plutôt qu'à faire tout le reste. J'espère que vous irez bien en dépit de votre problème de hanche, de votre diabète et de votre audition défaillante, monsieur le professeur, mais si par hasard vous avez besoin de voir votre médecin, j'espère qu'en 2022, nous aurons rendu, je ne devrais pas le dire comme ça, mais nous aurons tellement incité les médecins, et notamment les médecins libéraux, à se regrouper, que l'exercice isolé sera devenu dangereux. Oh non, je n'ai pas dit ça. Non. Ben, moi, je ne le dis pas. Moi, je le dis. Ben, c'est bien, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais si c'est vous qui le dites, oui. C'est un avis. Oui. Si c'est moi qui le dis, ça devient... on se demande pourquoi je dis ça. Donc, mais c'est vrai qu'on essaie d'imaginer un système dans lequel l'exercice isolé n'est pas du tout la norme, devient presque quelque chose de surprenant. Parce qu'on veut faire en sorte de pouvoir organiser la médecine, ou de permettre à la médecine libérale de s'organiser, pour être plus précis, de sorte que les organisations permettent une meilleure connexion avec l'hôpital, permettent un meilleur accueil de ceux qui ont besoin de soins non programmés. Et ça passe quand même par une organisation collective et par des regroupements de médecins. Voilà, j'espère ensuite qu'on aura fait enfin les énormes progrès que nous espérons et qui sont annoncés depuis longtemps dans la portabilité des dossiers personnels et des données personnelles. On ne peut pas dire que ce soit encore parfait. C'est loin d'être parfait. Voilà. Ça n'existe pas encore. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'en 2022, on aura réussi à avancer de façon significative? Je l'espère. Oui, ah ben il ne faut pas l'espérer, vous en êtes sûr. Attendez, on ne va pas rester comme ça. Non, mais vous avez bien compris que j'avais une façon de m'exprimer qui était toujours assez prudente et nuancée. Bon, très bien. Ça n'interdit pas une grande détermination. Mais... Oui, très bien. C'est-à-dire que j'ai tellement souvent vu l'inverse. Oui, on est bien d'accord. On a l'impression que vous avez comment dire, que vous remettez les deux mondes, libéral et public, avec des jambes d'égale longueur. Avant, on marchait avec un système où il y avait une jambe très longue et l'autre très courte. Alors, c'est très difficile d'aller vite avec ça. On disait d'aller et ensuite ça pose un problème. Et pareil sur l'assurance, je veux dire, on est sur un système assez boiteux. On n'a jamais décidé entre Beveridge et Bismarck. On a une sécu plus des complémentaires, des surcomplémentaires. Un truc infernal quand on regarde. C'est un bousin. Je ne sais pas comment on peut marcher comme ça. Un bousin. Et donc, vous allez pouvoir... Là, le plan, on a l'impression que le plan, on rééquilibre les deux jambes et j'espère qu'on va voir les libéraux et les cliniques travailler, échanger avec les hôpitaux, que ce soit en salaire, en honoraire, et que peu à peu, on soit là pour effectivement soigner Monsieur Philippe. J'espère aussi, mais je sais aussi, parce que je suis réaliste, ce à quoi on s'attaque. Sur le papier, quand on explique que l'objectif c'est de faire en sorte de mieux organiser la médecine de ville et la médecine hospitalière, et si possible d'ailleurs en matière hospitalière, le privé et le public, il est rare qu'on ait le discours du « oh ben non, il ne faut surtout pas faire en sorte que ça passe mieux ensemble ». C'est vrai. Mais une fois que vous avez dit ça, moi je peux en témoigner en tant qu'ancien maire d'une ville où il y avait de l'hospitalisation publique évidemment, de l'hospitalisation privée, de la médecine libérale.
la capacité à faire en sorte que les acteurs travaillent ensemble, qu'ils se placent dans des logiques de complémentarité plutôt que de concurrence. Dans le détail, c'est déjà plus sportif. Donc il ne faut pas s'en satisfaire et je pense qu'il faut au contraire effectivement aller dans la logique que vous décrivez. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute, mais vraiment aucun doute, sur le fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à trouver la solution à nos problèmes parce que, pour plein de raisons, le lien entre le monde hospitalier et la médecine de ville n'est pas suffisamment structuré ou organisé ou fluide ou travaillé, et que vous avez, je l'ai constaté, et c'est encore probablement pas au Havre que c'était le plus net, j'ai constaté ça, vous avez une espèce de difficulté d'accès à la médecine de ville pour les soins non programmés, l'engorgement des urgences, l'incapacité à organiser l'accès directement dans les services hospitaliers par la médecine de ville, ce qui doit pouvoir se faire, ce qui doit pouvoir se penser, en tout cas mieux qu'aujourd'hui, me semble-t-il. Encore une fois, je ne donne aucune leçon, je ne prétends pas du tout être un spécialiste du sujet, mais enfin ça m'a frappé. Moi j'étais président de l'hôpital du Havre, et à chaque fois que je vais dans un service d'urgence, je vois cette embolie des urgences, parce qu'en fait c'est le symptôme de tous les problèmes avant et après. Paf, ils s'embolisent à cet endroit-là, et donc ça veut dire que pour les régler, il faut quand même taper avant et taper après. Enfin, quand je dis taper, c'est une image. Donc, non, mais vraiment, enfin, je veux dire... consacrer de l'énergie à faire en sorte que ça marche mieux, c'est ça que je veux dire. Donc ça, j'en suis sûr. Je suis absolument certain qu'il faut qu'on arrive à remailler le territoire, à remailler l'exercice de la santé, enfin l'exercice hors hospitalière, avec des pratiques collectives, avec des accueils de soins non programmés, avec de la petite urgence, avec aussi de la télémédecine. Bon, alors, ça ne règle pas tous les sujets, la télémédecine, on le sait bien. Mais enfin, ça apporte un plus évident dans un certain nombre de territoires. Et puis, c'est pas la médecine de demain. Enfin, vous le savez, ça existe, ça peut le faire. C'était mal pris en compte dans le système de financement et dans le système de facturation et de remboursement. On a fait en sorte que ce soit possible. Il faut évidemment le développer. Ça va avec un équipement numérique du territoire. Donc, c'est une politique d'ensemble, hein, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est faisable et c'est un élément de la solution, notamment dans les territoires un peu éloignés. C'est un élément sur lequel je veux insister dans le plan de transformation du système de santé. Moi, j'ai la conviction, c'est vrai pour ce domaine-là, comme pour tous les domaines de l'action publique, que jamais une seule mesure ne produit l'effet qu'on veut. Quand on a un problème aussi systémique que celui qui est celui de la médecine en France, si on veut l'améliorer, il faut taper partout. Il faut régler les problèmes un par un et en même temps. Un par un et en même temps. C'est ce qu'on essaie de faire dans ce plan. Oui. C'est pour ça qu'il a l'aspect pixelisé que vous indiquiez. Je trouve que, si j'ose dire, l'image est belle, parce que c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Oui. Mais on l'a bien vu, et c'est ça qui est intéressant, que je connais de ma vie active de pauvre médecin. Je n'ai jamais connu de plan qui revoit le système dans son intégralité. On avait des plans hospitaliers essentiellement, quelques subsides de ville pour calmer le jeu parce que ça râlait, et il n'y avait pas du tout cette mise en perspective globale à partir des pixels de dessiner un beau tableau. Et c'est ce qui nous intéresse. Mais alors on a une vraie inquiétude, je vais vous la dire vraiment très franchement, c'est que ce que vous avez initié, vraiment on adhère, mais la crainte de voir le truc s'écrouler peu à peu sous l'arrêt de l'administration qui va figer le système en arrêt décret circulaire et machin, on panique. Monsieur le Premier ministre, je vous le dis, je me suis renseigné, j'ai pris mon téléphone et donc 200 dossiers ont été envoyés aux ARS. C'est très bien. À partir du plan que vous avez lancé, les gens se sont mobilisés, libéraux comme publics. C'est beaucoup, 200 dossiers, dont 170 sont arrivés aux ARS et 30 au comité central que vous avez commis. Et puis sur le plan du financement, pareil. Comité central. Voilà, oui, c'est un comité central. Ça part bien. Mais vous avez un grand conseil, un comité central. Et puis, il y en a 200 autres sur la partie finance. Et j'ai appris, une équipe a voulu lancer son dossier, et elle s'est entendue dire, il y aura 10 réunions à Paris. Vous êtes à Brive, vous êtes chirurgien libéral, et on vous dit, il va falloir se taper 10 réunions à Paris. C'est foutu, ils n'iront pas. Donc, comment on fait pour laisser les hommes et les femmes de l'art localement s'embarquer sans toujours avoir le tampon qui permette qu'on vous dise c'est bien? Est-ce qu'on peut passer de la précaution
à la responsabilité qui implique l'erreur et donc l'expérience. Si on ne le fait pas, c'est notre crainte. Elle est partagée par tous les acteurs, quel que soit le monde de la santé dans lequel ils sont. Dites-nous ce que vous en pensez. On a besoin de vous entendre là-dessus. Sans aller dans le détail. Mais comment allez-vous faire? Avez-vous des missi dominici qui vont aller en région aider les autres? Ou allez-vous complètement libérer, modifier les ARS? Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus, qui nous rassure? Bon, on passe avec cette question de la conception à l'exécution. Eh oui. Et oui. Eh oui. Et oui. Et ça ne m'avait pas échappé. On passe de la conception à l'exécution et dans les politiques publiques et dans la politique, dans les réformes, dans les transformations d'ampleur qu'on envisage, c'est au moins aussi important. C'est souvent d'ailleurs un domaine dans lequel les responsables politiques s'investissent un peu moins, ce qui peut se comprendre parce qu'ils sont essentiellement là pour porter, pour incarner la transformation, puis ensuite la mise en œuvre, elle relève moins d'eux. Donc je ne les excuse pas parce qu'en vérité l'exécution est probablement aussi importante que la conception. Bon, et maintenant on va rentrer là-dedans. Deux remarques peut-être. La première, qui est un motif de, je ne sais pas s'il faut dire de préoccupation, mais en tout cas d'attention extrême de la part de la ministre et de ma part. Avant la production du plan de transformation de santé, dont je constate avec bonheur et avec fierté même d'une certaine façon, qu'il a été effectivement plutôt bien reçu par l'ensemble de ceux qui connaissent le sujet. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord sur tout, mais il y a eu quand même plutôt d'excellentes réactions. Bon. Avant cette production, il y avait une inquiétude très forte, parfois formulée sous le terme de désespérance, sur comment ça va se passer, très fortement prononcée à l'hôpital, évidemment. Et on attendait. Et comme on savait que quelque chose allait arriver, il y avait cette désespérance forte, et puis on attendait que. J'ai été assez frappé, à chaque fois que j'ai rencontré notamment des hospitaliers depuis qu'on a annoncé le plan. Ça m'est arrivé dans le cadre de l'émission que j'évoquais hier soir, au service des urgences d'Aulnay-sous-Bois. Rude. Non mais rude, on ne va pas se voiler la face. Rude. Quand on discute avec les principaux concernés, les médecins, les personnels soignants, les infirmières, ils vous disent plutôt, ouais, le plan, ouais, c'est pas mal, on va voir, mais ça c'est bien, enfin bon. On voit bien que revenir sur le système de tarification à l'acte comme modèle archi-dominant de l'équilibre économique des hôpitaux, c'est plutôt une bonne chose. On voit bien qu'organiser mieux, on voit bien. Sauf que, maintenant que vous avez dit ça, il faut le faire. Et ce plan qui va être compliqué à mettre en œuvre, demain matin, il n'aura rien changé pour moi. Exactement. Et c'est pas faux. Ça va prendre du temps. C'est un fait. Et donc on est passé d'une espèce de désespérance attentive à une espèce d'impatience sur le thème « Ok, très bien, mais maintenant il faut que ça délivre ». Du point de vue de la gestion des établissements et du point de vue de la gestion par le politique de ces sujets, c'est pas forcément plus simple. Et ça exige beaucoup d'attention. Ça, c'est ma première remarque. D'accord. Ma deuxième remarque, c'est que je comprends très bien l'inquiétude sur soit la procédure trop lourde qui serait inventée pour valider ou instruire, autoriser les projets, et la recentralisation trop lourde qui pourrait exister. Je crois avoir, mais on l'évoquait avec Olivier Véran tout à l'heure, que je salue, je ne sais pas où il est. Il est par là. Voilà. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il est à ma gauche. Et je disais avec Olivier, qui a parfaitement raison sur ce point aussi, qu'en réalité, un certain nombre de procédures qui ont été instaurées dans le cadre des lois de finances l'année dernière, du PLFSS, pardon, de l'année dernière, sont
sont plutôt caractérisés par la volonté d'être plus souples et plus sobres que la norme. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous partagez totalement ce constat, ce serait intéressant d'en discuter avec lui, mais on était assez sensible à ça. Il y a aussi, alors donc je comprends la mesure et il faut qu'on y fasse très attention, j'entends le message. Il y a une deuxième chose qui me semble évidente, c'est que je pense que le métier, enfin pas tout le métier, mais une partie du métier des directeurs généraux d'ARS et des ARS en particulier, va être amené à évoluer un petit peu. Parce que il va falloir passer d'une activité essentiellement, je veux le dire de façon très prudente, mais où l'aspect de régulation avait une importance considérable, à un métier dans lequel il va falloir coordonner ou laisser des organisations naître et faire en sorte qu'elles soient les plus opérationnelles et les plus optimales à tel ou tel endroit. Sachant qu'il y a assez peu de chances que exactement les mêmes solutions soient intelligentes à Chambéry ou à Annecy et au Havre ou à Cherbourg. On peut imaginer que... voilà. Et donc, il va falloir que les ARS réussissent cette transformation du métier. Il va falloir qu'on la réussisse avec eux. Hein. Tout ne repose pas sur les épaules des DG, mais il va falloir qu'on la réussisse avec eux. Ça, c'est un élément d'organisation assez indispensable qu'on a très clairement en tête. Quand on regarde, en fait, on a des ARS qui contrôlent, c'est vrai. Et moi, j'ai été frappé, j'ai eu plusieurs projets. On vous dit, c'est très bien ce que vous faites. Je m'exprime devant des gens qui savent mieux que moi encore hein, ce que c'est. Mais ce n'est pas reproductible. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais voilà, on ne peut pas le passer aux autres. Donc on arrête. On n'a pas besoin de faire du national, c'est vrai, vous l'avez dit, et j'ai bien entendu, il faut absolument laisser les locaux régionaux faire leur boulot. On a besoin, vous serez d'accord avec moi, d'un État garant, d'un arbitre qui mette les cartons jaunes et les cartons rouges, mais qui laisse jouer les joueurs. Alors là, l'État, à la fois, il ne fait pas ça, son rôle forcément de carton rouge et carton jaune, et il lui arrive de jouer, de prendre le ballon pour mettre dans le but. Donc on est un peu perdu. Oui, vous pouvez dire ça comme ça, professeur. Oui. Ok. C'est ce qu'on ressent. Oui, peut-être, ouais. Donc, mais je pourrais aussi vous dire, sans jouer trop la provoque, ce serait dangereux ici, je serais en infériorité numérique, mais c'est pas grave, d'habitude. Je voudrais dire aussi qu'il y a plein de domaines dans lesquels on a attendu et il n'y a rien eu. Des capacités d'organisation d'un certain nombre d'acteurs, y compris libéraux, et on n'a pas été impressionné non plus. Enfin, je veux dire, pardon de le dire comme ça. Non, mais vous avez raison. Dont acte. D'autant plus que souvent, quand on regarde dans la réorganisation du système, à partir de ce que vous avez dit, il y a des chantiers qui ne sont pas coûteux. Se trouver à quelques-uns pour remettre en circuit un réseau entre les maisons de santé et autres, ça ne demande pas des dizaines de réunions et des PowerPoint à l'infini avec des heures passées dans des grands bureaux loin de chez soi. C'est ça. Je veux dire, on peut laisser, les acteurs locaux. Ne vous inquiétez pas, il y a un médecin. Vraiment, merci, il y a un médecin. J'ai le docteur Philippe qui est avec moi. Non, on peut laisser les locaux faire. Comment vous allez articuler. Non, mais ils font déjà. Il y a plein d'endroits en France où vous avez des initiatives remarquables. Moi, j'en ai vu, évidemment. Quand je me promène, on montre soit ce qui va très très bien, soit ce qui va très très mal. Bon, alors c'est représentatif des extrêmes probablement. Mais enfin, il m'est arrivé de voir dans des territoires qui étaient des réalisations originales et assez exceptionnelles. J'ai en tête, je cite souvent cet exemple parce qu'il m'a véritablement impressionné, dans le Cher, qui n'était pas exactement au cœur d'une zone métropolitaine dense, on va dire. Vous voyez, un regroupement à la fois très souple, très volontaire, et hyper impressionnant dans la qualité de ce qu'il proposait. Ça existe avec les instruments qu'on a déjà aujourd'hui. C'est pas impossible à faire. Personne ne les a. Non. Vous avez des initiatives d'élus locaux qui savent parfois accompagner les projets. Absolument. Je le dis, je le redis, je le dis systématiquement avec, pour le coup, cette fois-ci, une vraie expérience d'élu local. Quand les élus locaux accompagnent les projets des professions médicales en la matière, ça marche. Toujours. Quand les élus locaux conçoivent les projets et essaient ensuite de trouver les équipes médicales
pour faire vivre leur projet, ça marche moins bien. C'est même le bide. Souvent. La maison de santé reste vide. Ça arrivait. Mais il y a déjà des initiatives extraordinaires en termes d'organisation. Oui, on le sait. Il y en a On n'en déjà. parle pas assez. Ouais. On ne le médiatise pas assez, on n'en parle pas assez, ça reste secret et c'est dommage. Je voudrais, dans le temps qui nous reste, peut-être, si vous le voulez bien ou si vous voulez poursuivre sur ces sujets-là, sinon j'aimerais peut-être l'étendre sur tous les gros enjeux de l'intelligence artificielle, de la génomique, de tout ce qui va faire, tout ce qui pousse dans le monde et où se situe la France. Qu'est-ce que vous nous dites sur ce sujet? On voit bien qu'on est quand même avec de grosses difficultés. On a plein de start-up, mais d'une start-up à faire un géant mondial, pour l'instant, je n'ai pas encore vu en France. Alors qu'on a des boîtes américaines qui ont 14 ans, 20 ans et qui explosent. Comment on va gérer ça? Pardon, mais vous êtes vraiment sûr de ça? Regardez, une start-up de niveau absolument mondial, genre Facebook ou Google, je ne connais pas. Peut-être pas genre Facebook ou Google. Non, mais oui, mais on est petit, 65 millions. C'est ce que disait Nicolas Bouzou ce matin. On est petit. Si on ne joue pas européen, avec un vrai grand marché, qu'est-ce qu'on va faire? On se pose tous la question aujourd'hui ici, et nos industriels les premiers. Donc on aimerait bien que vous nous disiez un peu votre sentiment sur le sujet. D'abord, mon sentiment, c'est le sentiment du non-spécialiste et qui essaie de comprendre, parce que ça m'intéresse. C'est le sentiment de l'honnête homme qui n'est pas médecin, qui n'est pas un spécialiste de tout ça, mais qui essaie de comprendre. Qui essaie de comprendre en l'occurrence, parce que parfois il a des décisions à prendre, mais enfin qui essaie de comprendre. Et c'est quand même dingue. C'est vertigineux. Les progrès qui sont dessinés, les transformations qui sont envisagées, qui sont d'ailleurs parfois déjà là, réelles, je vous assure, enfin, ceux qui vivent dedans tous les jours, ça leur semble parfaitement naturel et normal. Et moi, ça me sidère à chaque fois qu'on m'en parle. Bon, donc ça, c'est la première chose. Ça ne me fait pas peur, mais j'exclus pas qu'il y ait des gens à qui ça fout un peu les jetons. Et je pense qu'on gagnerait déjà à essayer de faire en sorte d'expliquer les enjeux sur le maniement des données, sur l'association de l'intelligence artificielle associée à la médecine ou à la recherche, sur la question qui d'ailleurs bascule assez rapidement sur les questions de bioéthique, de recherche, de transformation du génome. Enfin bon, bref, je vous dis ça vraiment comme non pas comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui voit ces transformations et qui se dit ça va vite, ça va loin, et ça pose quand même toute une série de questions. Première chose. Deuxième chose, vous avez raison, il y a un effet de capacité de production dans la participation à cet exercice, et puis un effet d'échelle. Bon, 65 ou 70 millions, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus petit que la Chine. Et que, selon toute hypothèse, même en 2022, l'ordre de grandeur ça n'aura pas été fondamentalement modifié, enfin, sauf... Donc, la bonne échelle pour nous, si on veut compter, c'est l'échelle européenne. Elle est déjà pas très grande. Non. Non. Mais on peut peut-être compenser à l'échelle européenne l'effet de taille par, pour le coup, une densité d'intelligence, faut pas, et de données qui sont quand même probablement exceptionnelles. Je sais que ça a été évoqué à l'occasion d'autres tables rondes. Je n'ai rien de beaucoup plus intelligent à dire que ce qui a été dit, et probablement beaucoup de choses nettement moins intelligentes. Mais c'est clair, et c'est vrai pour ça comme pour tous les autres sujets, que grosso modo, si on veut peser face à l'Amérique du Nord et face au bloc chinois, la solution, elle est exclusivement européenne. Enfin, à mon sens, c'est une conviction que je partage dans ce domaine et dans tous les autres. Il me semble qu'on a quand même quelques instruments, parfois même assez originaux, avec une capacité à concentrer les données, des programmes qu'on a développés sur la recherche. J'ai oublié les noms des programmes, alors je vais me faire tancer par mes collaborateurs qui connaissent ça par cœur. Donc je vais me reporter à mes fiches. Car aujourd'hui, j'ai des fiches. Alors, le plan France Médecine Génomique 2025, c'est pas merveilleux, ça? Ah, c'est du bonheur, du grand bonheur. C'est du bonheur. Non, mais, pardon, pour être sérieux, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'on n'est évidemment pas hors course. Il y a certains domaines dans lesquels on est bon. Tout à fait. On a un sujet
d'effet d'échelle, c'est clair, et il ne passera que par des rapprochements et par des unions et par des alliances européennes. Je crois que Nathalie Loiseau l'a dit, je partage complètement son point de vue. On n'a pas eu la pauvre parce qu'il y a eu une rupture. Je pense qu'elle a été appelée par le président, elle a dû filer à toute vitesse. Donc, voilà. Mais ça ne fait rien. On l'a... Je pense que Brexit oblige. Voilà. Hein. Voilà. La pauvre. Non, ce que je veux dire, on a les meilleurs ingénieurs. C'est quand même... Je suis désolé, mais c'est quand même vendredi soir. Oui. On a les meilleurs ingénieurs. Et la preuve, c'est qu'on nous les pique par centaines de milliers sur la côte pacifique. On a tout ça, mais au point de vue de l'investissement, on est petit. La BPI, quand la BPI vous file 3 millions, c'est déjà, on a l'impression qu'on vous a fait un cadeau immense. Alors que c'est à 50, 100 millions, au minimum, voire en milliards que ça se joue. Comment on fait ? Parce que les choses vont vite. Et là, vous avez des hommes et des femmes qui ont des boîtes qui sont petites et qui ne demandent qu'à grossir. Mais comment on fait ? Comment on libère les énergies ? Comment on diminue les contraintes ? Et comment on permet d'avoir des investisseurs qui vont parier 9 fois sur 10 pour des trucs pourris, et le 10e, ça va être bonbon. C'est ça, on n'est pas dans cette dynamique-là. Vous avez là aussi plein de sujets dans ce que vous dites. Vous avez évoqué la question des moyens publics, puis vous avez évoqué la question des investissements privés. Oui. Les deux comptent. Oui. S'agissant des moyens publics, il y a la BPI, mais il n'y a pas qu'elle. Non. Heureusement, il y a aussi beaucoup d'argent qui ont été dépensés dans le cadre des plans d'investissement d'avenir. Absolument. Il y a un certain nombre de plans généraux, je parlais donc du plan médecine génomique 2025, où on mobilise des moyens, y compris les moyens des grands instituts de recherche. Donc il y a quand même du financement public important. J'ai tendance à penser, je le dis comme ça, qu'on pourra consacrer dans le présent, mais surtout à l'avenir, d'autant plus de moyens publics sur les sujets qu'on juge indispensables, nécessaires, stratégiques pour notre futur, qu'on aura mis un petit peu d'ordre dans les dépenses et les finances publiques en général. Je vous le dis, là aussi, ce n'est pas propre à la médecine. Mais je suis toujours fasciné par ceux qui me disent, en comparant les budgets consacrés par nos voisins, et notamment les Allemands, à telle ou telle ambition, telle ou telle nouvelle priorité qu'ils définissent, regardez, eux, ils mettent tant. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent tant ? Ils mettent tant parce que, comme ils ont remis en ordre leurs finances publiques, ils ont dégagé des marges de manœuvre. Et comme ils les ont dégagées, vous savez ce qu'ils font ? Ils les utilisent. C'est un truc de dingue. C'est complètement fou. Voilà, mais le problème, c'est que pour les utiliser, il faut les avoir, et pour les avoir, il faut les créer. Et donc, dans le même temps où on essaie de financer des nouvelles politiques, ce qui est indispensable, il faut aussi remettre un petit peu d'ordre, parce que, voilà, je le dis en passant, mais je n'oublie jamais ça, jamais ça, dans l'image générale. Et puis après, il y a les investissements privés, il y a l'attractivité de l'économie française, y compris de ce secteur, qui peut être aussi un secteur de création de richesse. Et là, pour le coup, ça fait partie d'une politique qui est une politique de droit commun général, où on essaie de faire en sorte de développer l'attractivité de l'économie française, de faciliter les investissements en France, de faire en sorte que, on l'a dit par exemple à l'occasion du CSIS, de faire en sorte que les procédures soient dans le temps considérablement raccourcies, avec des garanties importantes, il ne faut pas baisser la garde, mais avec des procédures qui soient raccourcies, pour faire en sorte que la recherche, le passage au marché, puisse être plus facile et que donc on puisse mobiliser et attirer des capitaux nationaux ou internationaux en France. Moi, je crois qu'on peut le faire. Je suis assez optimiste là-dessus. Je sais que le développement des investissements étrangers en France l'année dernière, il a été considérable. Bon, la France a toujours été une terre qui attire des investissements étrangers, toujours, mais il se trouve qu'elle en attire plus en ce moment. Il faut s'en saisir. Et ça va chercher assez loin, parce que la PME ou l'ETI que vous avez évoqué, si elle peut se développer en France, c'est parce qu'il y a des main-d'œuvre exceptionnelle, c'est parce qu'il y a des instituts de recherche tout à fait admirables, parce que, bon, ouais, enfin, c'est aussi si elle attire des capitaux, donc c'est aussi si elle a une fiscalité qui est quand même plus intéressante, quand on se rate, parce que la norme c'est de se rater, là c'est pas trop grave, oui, et si quand on réussit, on est certain que ça vaut le coup. Donc voilà, cette capacité à prendre des risques, à assumer, c'est le sens aussi de ce qu'on fait passer en ce moment. En ce moment, à l'Assemblée nationale, on discute de la loi Pacte. Il y a un certain nombre de mesures dedans qui visent à favoriser cette prise de risque et à faire en sorte que les investissements étrangers soient plus nombreux.
vous allez me trouver obsessionnel sur la technostructure, mais au plus haut niveau, ce sont les politiques qui ont porté les plus grands projets. Le général de Gaulle a lancé le plan calcul. Il fallait le faire quand même pour l'indépendance du numérique en 60. Et 13 ans après, le plan s'écroule sous Giscard parce que les X qui étaient à la tête se bouffaient le nez. Chirac et Schröder reprennent le flambeau en 2004 en lançant Quaero, l'anti-Google, ou le Google, pas l'anti-Google, le Google européen. Donc c'est les politiques au plus haut niveau dont vous faites partie qui sont capables d'impulser. Malheureusement, le plan s'est encore arrêté et tombé dans l'air parce que les ingénieurs allemands et français n'ont pas voulu se parler. Donc on se dit, mais quand est-ce qu'on va arriver à faire en sorte que ces hommes-là s'entendent sous votre férule? Mais pardon, mais professeur, pourquoi est-ce que vous voudriez que ce que vous venez de défendre, s'agissant des start-up et du privé, soit différent dans le public? Vous avez dit vous-même qu'il y avait des sujets qui fonctionnaient, puis d'autres qui ne fonctionnaient pas. Bien sûr, vous avez raison de pointer tel ou tel échec, il y en a. Mais ça, c'est agaçant, enfin, pardon, mais il y a aussi des réussites. Oui, mais sur ce plan-là, enfin sur le plan de l'IA, de la robotique et de l'ergonomie, regardez, le petit robot Rosa de notre ami Bertin Naoum, c'est Zimmer, l'américain, qui l'a acheté. Je connais encore une autre boîte française qui est prête là, qui a un dossier presque médical exceptionnel. Vous mettez votre carte vitale sur votre portable et vous avez tout. Les Suisses et les Chiliens vont l'acheter. Ils ne trouvent pas 50 millions en France. On trouve 500 000 euros, 2 millions, 3 millions. Ils ne trouvent pas 50 millions pour accélérer. C'est ça le vrai drame. Je porte simplement ce que je connais de ces boîtes que je côtoie. Et je me dis, mais comment on fait, quoi? Qui ose? Nous n'avons pas cet esprit entrepreneurial, investisseur comme l'ont les Américains ou les Chinois, je suis désolé, qui risquent tout le temps. Rappelez-vous ce que disait Jeff Bezos, trompe-toi souvent, trompe-toi vite et tu gagneras. Hein? Nous, non, quand on se trompe une fois en France, on ne rebondit pas. On ne rebondit pas. Vous connaissez trop le système. Oui, non, j'essaie de faire attention à ce que je vais répondre parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des interprétations sur... Mais non, je vous trouve... Sévère. Ouais. Non, je vous trouve sévère. Je vous trouve sévère parce que il se trouve que je vois beaucoup d'entrepreneurs français qui y croient, qui réussissent. Peut-être pas à tous, peut-être pas autant qu'on aimerait, ça c'est certain. Mais enfin, qui réussissent, qui montrent que c'est possible. Donc je pense qu'il faut être assez pragmatique et voir un par un là où ça coince. Vous me dites qu'il y a quelqu'un qui a un formidable projet et qui n'arrive pas à trouver 50 millions de capitaux. Si c'est le cas, et je n'ai aucune raison de ne pas vous croire, hein, mais si c'est le cas, c'est désespérant parce que des gens qui sont des fonds qui sont capables en France d'investir ces sommes, il y en a plein. Ah oui. Donc ça veut dire que... Mais vraiment, il y en a plein. Je suis sûr de ça. Enfin, Bien. Je crois que le temps maintenant est venu peut-être à ce que vous nous disiez un mot, à vous, à la conclusion de ce que vous pensez de cet avenir du système de santé. Vous en avez parlé au début. Quel est le mot d'espoir que vous nous donneriez là, pour finir? Le mot d'espoir, c'est à la fois un mot peut-être qui va sembler d'orgueil ou de démesure complète, mais que j'assume parfaitement. C'est que je suis absolument certain qu'on peut réparer en profondeur et durablement l'ensemble des éléments qui aujourd'hui ne fonctionnent pas dans notre système de santé. J'en ai la conviction absolue. Je pense qu'on a un système qui est très largement marqué par une organisation qui a été pensée à une époque et qui a d'ailleurs été probablement très bien pensée à une époque. L'époque change. Et on a tout ce qu'il faut en France en termes de qualité des hommes et des femmes, de sens de l'organisation, de sens de l'intérêt général, que ce soit exprimé par les médecins dans leur acte de soigner ou par ceux qui ont vocation d'administrer. J'ai l'absolue certitude qu'on peut faire en sorte de régler ce sujet. Ça exige de le regarder en face, ça exige d'y consacrer des moyens, ça exige de le faire avec une forme de cohérence dans la durée, et au fond, c'est ça qui est le plus important. Je ne peux pas rentrer dans le détail de la machinerie de l'exécution, mais je sais qu'il y a une chose qui est absolument décisive quand on veut réussir une transformation en profondeur, quand on veut poser des bases et ensuite construire, c'est être cohérent dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce que nous allons faire dans les années qui viennent, s'agissant de la santé, soit cohérent avec les bases qu'on a posées dans le plan, absolument tout. Et il faut qu'on mette en œuvre ce plan dans la durée. Et du reste, ça me permet de boucler avec la deuxième question que vous m'avez posée. Je trouve ça tellement important
que je préfère ne pas devenir médecin en 2022 et essayer de faire en sorte qu'on puisse continuer à le mettre en œuvre dans la durée. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Voilà.